Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur l'heure du déjeuner pour notre webinaire DevOps. Je suis Fanny, je suis chef de projet dans le groupe Eni. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire organisé par les éditions Eni, premier éditeur de livres et de vidéos informatiques en français, qui fait partie du groupe Eni, leader de la formation en informatique depuis plus de 40 ans. Pour évoquer DevOps, je suis aujourd'hui avec Sébastien Lachèvre, auteur du livre que vous voyez actuellement sur la slide, Passer au DevOps, votre nouvelle façon de travailler, qui est sorti cette semaine aux éditions Eni. Un ouvrage que vous pouvez d'ores et déjà découvrir sur notre site et qui sera disponible en librairie bientôt. Sébastien, bonjour et merci d'être avec nous pour partager votre expertise. Merci à vous de me recevoir. Donc, ensemble, nous allons évoquer le changement culturel que représente la méthode DevOps et ce que cela implique dans les entreprises, les équipes, le management et dans la pratique. Tout au long du webinaire, vous pouvez bien sûr poser vos questions dans la fenêtre de chat. Denis sera à mes côtés pour veiller à vos interrogations et Sébastien y répondra après son intervention. On va commencer par une petite introduction sur votre parcours. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, effectivement, en guise d'introduction, je vais effectivement présenter mon parcours tout simplement. Alors moi en fait, j'ai commencé à évoluer dans l'informatique à partir de la fin des années 90, d'abord chez un éditeur et puis rapidement dans une ESN comme on nomme aujourd'hui. D'abord en faisant des gros projets, on va dire sur des projets que l'on faisait à l'époque, du cycle en V, des projets à engagement, du forfait, avec des contraintes serrées de planning, de délai et ce que l'on connaissait à l'époque. J'ai évolué à partir du milieu des années 2000, j'ai pris un petit peu plus de responsabilités et puis j'ai commencé à évoluer plutôt dans du Scrum, en montant des équipes agiles à l'époque. Ça faisait quelques années qu'on faisait ça en agile. Et là, j'ai découvert un monde un peu différent de ce que je faisais précédemment, un monde beaucoup plus ouvert et surtout avec une méthode qui nous permettait d'aller voir nos clients très régulièrement et de piloter nos projets, non plus selon un grand plan construit à l'avance, mais selon les besoins et les feedbacks qui étaient ramenés par nos clients. Et puis, à la fin des années 2000, j'ai de nouveau changé. Je me suis intéressé particulièrement au DevOps parce qu'on arrivait un petit peu en limite de ce que nous proposons. Et comment dire, et nous avons à ce moment-là, et le DevOps a ouvert d'autres possibilités, et ça a coïncidé avec une époque où je suis arrivé chez un éditeur qui proposait un produit en mode SaaS, et j'en avais la responsabilité, et là en fait on a pu véritablement profiter à plein de l'agilité en découvrant d'autres façons de faire, de l'automatisation, de nouvelles méthodes, et aller jusqu'au bout de ce que l'agile nous promettait, aller jusqu'au bout de la capacité à pouvoir interroger nos clients de façon la plus régulière possible. Et ça, c'était un changement à la fois culturel, technologique. Ça a été un changement assez intéressant et passionnant. Et voilà. Et depuis quelques années maintenant, eh bien, j'essaie de faire profiter de mes clients de mes connaissances acquises, de mon expérience sur ce changement entre l'agilité, le DevOps et comment ça s'inscrit dans les entreprises. Et j'essaie d'en faire bénéficier mes clients à ce jour. Super, merci beaucoup Sébastien pour ce résumé de votre parcours. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet et je vais vous laisser la parole pour nous expliquer ce qu'implique d'appliquer les principes du DevOps aujourd'hui en entreprise. Et je reviens à la fin pour les questions. Ok, super, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et j'espère que tout le monde voit mon écran et que ça se passe bien. Et si c'est le cas, je démarre. Alors, dans tout ce parcours que j'ai raconté, qui est le parcours de beaucoup d'entre nous, il y a quelque chose qui s'est passé au milieu et qui a été un changement, qui a probablement, qui nous a probablement influencé tous et toutes sur là où nous en sommes. C'est la transformation digitale. Et en fait, le DevOps est venu au croisement
entre ce que l'on faisait avant sur l'agile, ce que le web, ce que nous a apporté, et puis d'un seul coup, le fait qu'il y a un changement à la fois culturel sur la façon de faire et un changement profond sur le business au travers de cette transformation digitale. Alors, c'est difficile de dissocier les deux, DevOps et transformation digitale, mais comment dire, il est important de se remettre, de bien remettre le contexte d'apparition du DevOps pour mieux comprendre en fait où ça nous mène aujourd'hui. Comment dire, la transformation digitale, comment la définir? En fait, il faut remonter un petit peu dans le temps et se rappeler comment l'informatique était traitée. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je pense que c'est encore malheureusement beaucoup le cas aujourd'hui. L'informatique était une activité de support, c'est-à-dire qu'en fait, dans les entreprises, elle apportait un support auprès d'activités opérationnelles qui définissaient le business de l'entreprise. Par exemple, on apportait des supports pour évidemment le service financier, les SIRH, mais aussi pour les opérations, pour supporter des activités de logistique, pour supporter différentes activités opérationnelles à travers des ERP, des logiciels assez complets, assez complexes également. Et l'informatique était très ancrée dans ces fonctionnements. Et ce qu'on demandait à l'informatique, c'est de supporter ces activités opérationnelles. Donc, en étant clair, d'apporter une activité dans laquelle on fiabilisait les produits, on faisait en sorte qu'ils ne tombent évidemment jamais en panne, et on demandait au service informatique de tout mettre en œuvre dans son organisation pour supporter sans faille les chaînes de production de la valeur de l'entreprise sur son business habituel. Donc, pour faire ça, les DSI se sont organisés du mieux possible et de façon la plus rationnelle possible, c'est-à-dire qu'en fait, elles se sont organisées en domaine d'expertise, la production à la production, les études aux études, les métiers aux métiers, et chacun, en fait, était chargé de définir pour sa propre activité qu'est-ce qui lui convenait le mieux en termes d'interface avec les autres et comment il était chargé d'optimiser sa propre activité. Donc, on était essentiellement centré sur son propre fonctionnement, de façon à l'optimiser. Et puis, le digital est venu bousculer tout ça parce que le digital, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on ne pouvait plus simplement se contenter auprès de nos clients d'apporter une simple activité de support. D'un seul coup, le numérique est arrivé directement dans la chaîne de valeur. Il est arrivé comment? Il est arrivé comme au travers de grands acteurs, d'Amazon ou autres, qui ont montré qu'en fait, le numérique faisait partie de la chaîne de valeur de l'entreprise. C'est grâce au numérique que finalement, on allait arriver à atteindre les clients. Et là, d'un seul coup, le paradigme change parce que quand vous êtes un retailer, vous ne pouvez plus simplement vous contenter d'accueillir vos clients dans un magasin. Il faut désormais leur proposer une interface web, un endroit où le client choisit lui-même, est seul à pouvoir naviguer et et tout simplement acheter les produits dont il a besoin. Et d'un seul coup, cette interface web qu'on appelle digitale aujourd'hui, elle va concerner la totalité des activités. Elle va concerner les industriels qui vont d'un seul coup se retourner aussi vers du B2C pour essayer d'aller atteindre plus de clients. Elle va concerner le domaine des services, des assurances, des banques, et évidemment toute la chaîne du retail et tous les acteurs du retail. D'un seul coup, le numérique est là dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on ne peut plus simplement considérer que c'est une activité de support, mais c'est aussi une activité qui s'inscrit dans la façon dont on adresse le client. Et ça, c'est un changement radical. Donc pour les DSI, qui étaient habitués à servir des activités internes et optimiser leur processus, d'un seul coup, on a un changement de paradigme, on a un changement de process. Il va falloir désormais intégrer une part d'innovation pour aller adresser nos clients et l'intégrer dans les process de la DSI. Et c'est là que va intervenir, en tout cas que va se positionner l'agilité et le DevOps, les deux ensemble pour répondre à ce besoin. Alors, le changement de centrage de la DSI, il est d'abord caractérisé par le fait que elle va devoir regarder les clients de l'entreprise, je dis bien de l'entreprise, les clients finaux, plutôt que de regarder ses silos et la façon dont ils fonctionnent. Et c'est très très différent. Autant un silo est stable et fiable, et on va essayer de le stabiliser le plus possible dans le temps au travers de process bien inscrits et d'interfaces d'échange avec les autres services. Autant aller capter un client est quelque chose de complètement mouvant. Un client est versatile, il dépend de son contexte, il dépend de la compétition, il dépend des événements externes sur lesquels on n'a pas la main. Et donc, forcément, un client est beaucoup plus compliqué à aller chercher. Et donc, il va falloir apprendre à la DSI à regarder ce client plutôt qu'à regarder son organisation interne. Donc, ce centrage sur le client va être un élément extrêmement structurant sur les méthodes et les nouveaux process qu'il va falloir mettre en place. Et puis, elle va devoir lutter contre son
penchant naturel qu'on lui a demandé pendant des années, qui est de travailler sur sa rationalisation interne. Au lieu de ça, on va lui demander de comprendre, d'avoir un regard sur toute l'organisation, sur toute l'entreprise, pour essayer de se concentrer ensemble sur le client. Donc, on va demander à la DSI de sortir de ses silos et de mieux comprendre le business, de mieux comprendre ses clients, pour essayer d'atteindre une efficacité globale de l'entreprise plutôt que de maximiser ses silos. Donc, ça, encore une fois, c'est un changement culturel important. Et puis, on va lui demander également d'accepter de prendre de risques, d'accepter de s'adapter, ce qui est très contraire à ce qu'on lui demandait jusqu'à présent, dans lequel on lui demandait de ne pas prendre de risques et de stabiliser son activité. Là, en fait, il faut adresser un client qui est versatile, qui est mouvant, qui change d'avis, qui change d'opinion, qui change de fournisseur. Et donc, en fait, essayer d'aller capter ce client, ça veut dire en un moment savoir prendre des risques, essayer de tester des choses, de tester, de lui proposer de nouvelles valeurs, ce qui est un risque en soi. Et puis, bien sûr, ça va introduire la notion d'échec parce que parfois ça ne fonctionne pas. Il faut apprendre de ces échecs, il faut les accepter et tout de suite rebondir pour produire autre chose. Et là, on rentre dans un processus qui est purement innovatif et donc qui est très différent de ce qui jusqu'à présent caractérisé le fonctionnement de la DSI. Alors, l'agilité dans tout ça, où on était, qu'est-ce qu'elle proposait, qu'est-ce qu'elle permettait à quoi elle permettait de répondre. Alors, dans les années 2000, on a beaucoup travaillé sur le Scrum, sur la méthode agile au niveau des études, du développement. Et on s'est beaucoup concentré sur ce point-là en se disant, si on développe de façon itérative, si on développe de façon incrémentale, on va forcément mieux répondre aux besoins de nos utilisateurs. C'est toute la valeur ajoutée que l'on imagine de l'agilité. Mieux coller aux besoins utilisateurs, les réinterroger le plus souvent possible, leur demander leur feedback le plus souvent possible, faire en sorte qu'ils nous disent si ce que nous leur proposons correspond à leurs besoins et les écouter pour bien comprendre quels étaient leurs besoins et agir en conséquence. Jusqu'à un certain point, on a permis d'évoluer en mettant en place cette agilité. C'est-à-dire que on a quelque part largement amélioré notre delivery, on a largement amélioré notre perception du besoin. Mais assez rapidement, on s'est confronté à une réalité qui était celle que l'entreprise dans sa globalité restait une entreprise de support. Enfin, la DSI dans sa réalité restait une DSI de support. Et donc, elle avait toujours besoin de fiabiliser ses déploiements, de fiabiliser sa production le plus possible, et donc de ne pas risquer de pas risquer cette fiabilité, de ne pas risquer ses opérations. Et donc, on était toujours face à un mur que constituaient les opérations, que constituait la production. Et ça, c'était quelque chose qui est devenu très problématique à partir de la fin des années, aux alentours de 2010, parce qu'on n'arrivait pas à profiter de l'agilité, on n'arrivait pas à répondre à ce besoin de digitalisation, on n'arrivait pas à adresser le client parce qu'à chaque fois, tout simplement, mettre en production, ça voulait dire se projeter à dans 6 mois, parfois plus longtemps, autour d'un projet lourd. Et donc, proposer notre travail au client, ça demandait un travail considérable. Et donc, en fait, on a rapidement eu cet antagonisme entre, d'un côté, des études qui demandaient de l'adaptabilité, de l'autre côté, des productions qui demandaient de la fiabilité et de la stabilité. On a appelé ça le mur de la confusion. Et donc, passer cette étape a été un vrai challenge auquel a répondu le DevOps. Et aujourd'hui, dans les entreprises, c'est essentiellement sur ce mur qu'il faut travailler en termes de transformation. Alors, le DevOps, dans son application, ça vient essentiellement de la mouvance du Lean. Et on peut très bien l'associer à la mouvance du Lean. Alors, pour faire un petit peu d'historique, le Lean, comment ça vient dans l'informatique? Eh bien, il faut remonter un petit peu dans les années 90 où le Lean est traduit dans les productions occidentales par le MIT qui rethéorise un petit peu ce que nous ont apporté les Japonais et reconstruit un processus, reconstruit une sorte de rationalisation de toute cette mouvance japonaise pour l'adapter au mode de fonctionnement des industries occidentales. Et puis très rapidement, au début des années 2000, il y a Marietta Popendick qui vont adapter ce modèle du Lean à l'informatique. Et on va pouvoir commencer à introduire les notions que nous apporte le Lean directement dans la façon dont nous réalisons nos produits. Et puis petit à petit là-dessus viennent se calquer les méthodes agiles, les méthodes Scrum, tout ça dans une même mouvance, pour finalement arriver à la fin des années 2000 où on sait faire de l'itératif incrémental, mais où on n'a toujours pas franchi le pas pour faire en sorte que cet itératif incrémental aille jusqu'à la mise en production, jusqu'au déploiement,
faire en sorte que la boucle itérative incrémentale soit vraiment une boucle de bout en bout, jusqu'au pied du client. Et donc, le Lean va nous permettre de mettre en place ou de modéliser le fait qu'on va changer d'un modèle qui était celui que l'on connaissait à ce moment-là, à savoir un cycle en V, un temps de développement, une grosse spécification et et enfin un déploiement. Donc, un modèle projet, pour faire simple, que l'on connaît, un modèle que l'on connaît tous, rationnel, vers, en fait, un flux d'activités tiré par la demande. Pourquoi tiré par la demande? Parce qu'on va faire en sorte que on ne réponde qu'aux stricts besoins de nos clients et qu'on va éviter de le surcharger de choses qui sont inutiles pour lui. Alors, cette idée, elle est très liée effectivement à la façon dont le Lean est arrivé. Il faut se remettre effectivement dans l'après-guerre pour faire un petit peu d'histoire, ça peut être intéressant parfois. À la fin de la guerre, les Japonais n'ont pas de quoi produire, ils veulent reproduire des voitures, ils veulent reproduire des véhicules, mais en même temps leur marché est atone, tout simplement il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a plus de matières premières, et il est tout simplement impossible de reproduire des voitures sur le modèle proposé par les Américains à l'époque, qui est celui du Fordisme. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se disent, on va faire en sorte d'écouter juste les besoins et on va fabriquer avec ce que l'on a aujourd'hui. Et donc, on va non pas, produire en standard des véhicules, mais on va produire des véhicules qui correspondent juste aux besoins des quelques clients que l'on va avoir. Et on va faire en sorte que ces véhicules soient très fiables parce que, tout simplement, on n'a pas de pièces de rechange, on n'a pas grand-chose pour les fabriquer, donc il faut que ça tienne. Et donc, en fait, on a cette fabrication qui est tirée par la demande. Et bien, dans l'informatique, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va s'assurer non pas de produire quelque chose de très gros à l'avance dans lequel on imagine tous les besoins possibles des clients, et puis à la fin, dire aux clients, voilà, je vous donne tout ce gros produit très compliqué pour vous, votre besoin qui est de la taille d'un dixième de ce que je vous ai apporté. Mais au contraire, on va amener à produire un peu de valeur et challenger le client et lui dire, voilà, est-ce que ça correspond à quelque chose d'utile pour vous? Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça apporte de la valeur d'une façon ou d'une autre? Et on va construire sur ce premier apprentissage et on va construire ensuite derrière un flux constant de valeur qui va venir faire grossir cette proposition auprès du client. Donc, on va passer d'un modèle de projet à un modèle de flux tiré par la demande, à un modèle que l'on qualifie parfois de produit. Et c'est ça véritablement la vraie transformation du modèle projet au modèle produit que va nous apporter l'introduction du Lean au travers du DevOps dans l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui change radicalement la façon de voir et qui a des impacts évidemment parce qu'on va retirer tout ce qui n'apporte pas de valeur directe pour le client, tout ce qui n'est pas utile, on va simplifier son produit de façon à ce que cette même simplification en elle-même soit une source de valeur supplémentaire par rapport à ce qu'il a l'habitude d'utiliser. Et puis, le Lean, c'est aussi la capacité de penser à l'objectif de l'entreprise pour adresser ce client. Et là encore, c'est important. L'intérêt de fabriquer un flux de valeur constant et un flux d'innovation constant auprès du client, c'est d'abord penser au client plutôt que de penser à ses processus internes. On pense à l'objectif de l'entreprise comme étant porteur de valeur pour le client. Ça, c'est essentiel. Là-dedans, au-delà de cet aspect méthodologique, évidemment, il y a des changements culturels importants à prendre en compte et des changements qui sont contre nature par rapport à ce qu'on a l'habitude ce qu'on avait l'habitude, mais sans doute encore maintenant, de réaliser. D'abord, il va falloir, pour aller adresser ce besoin client, il va falloir savoir échouer, il va falloir savoir se tromper, et il va falloir le faire rapidement pour apprendre vite. Plutôt que d'essayer de deviner tous ces besoins à l'avance dans un grand plan, quitte parfois à louper la cible très concrètement et s'en apercevoir au bout de plusieurs années, eh bien, il vaut mieux savoir très très vite ce qui ne lui convient pas au client et ce qui ne va pas. Plus on le saura vite, plus on apprendra, plus on convergera vers une bonne idée, vers une idée qui apporte de la valeur. Donc ça, c'est un changement de paradigme important sur la façon de faire. Et puis, évidemment, derrière, il va falloir se dire, mais comment je fais pour maîtriser ce risque? Et dire que je vais échouer, d'accord, mais échouer, c'est un risque de perdre de l'argent, c'est un risque de coût, c'est un risque social aussi pour l'entreprise. Comment je fais pour maîtriser ce risque? Eh bien, c'est très simple. Il faut s'attacher à faire des itérations les plus courtes possibles. Je risque sur un petit périmètre. Et si j'échoue sur ce petit périmètre, ça m'aura permis d'apprendre et ça ne sera pas scandaleux parce que je pourrais refaire autre chose en construisant
en construisant sur cet apprentissage. Ça, c'est véritablement quelque chose qui culturellement va devoir se mettre en place et se mettre en place au travers de la confiance que l'on va accorder aux équipes à se tromper sur des petites itérations pour mieux apprendre et pour mieux construire ensuite derrière. C'est important. Et puis, ce principe-là, il introduit aussi un changement très clair dans la façon de manager les organisations, de manager les équipes. Pourquoi? Parce que on est habitué à considérer une organisation de façon très cartésienne. Et le cartésianisme, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire que on a des penseurs, des décideurs qui fabriquent des plans, qui fabriquent des produits. Et ça, on est dans le domaine de la réflexion, on est dans le domaine du cogitum. On établit un plan, on établit une conception très à l'avance, et puis ensuite on trouve des faiseurs. Et sur ces faiseurs, on leur dit à chacun, tu me fabriques cette petite partie de mon besoin, et c'est pas la peine que je te donne la photographie d'ensemble, concentre-toi sur ce que je te donne. Et ça, en fait, ce point de vue cartésianiste, en fait, c'est notre, en tout cas pour une bonne partie d'entre nous sur nos générations, c'est avec quoi nous avons grandi. C'est ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fabriqué dans l'entreprise, et c'est avec ça qu'on a évolué. Et forcément, quand on a affaire à du DevOps et à du Lean, on doit changer la façon de faire les choses, et ça, c'est un vrai sujet. Le cartésianisme introduit la notion de contrôle, c'est-à-dire que si vous avez dit à quelqu'un, tu me produis juste cette petite partie-là, mais que vous lui avez pas donné la vision d'ensemble, il faut absolument que vous alliez le contrôler pour vous assurer que ce qu'il a fait correspond bien à ce que vous attendez dans cette photographie d'ensemble. Du coup, vous allez vous mettre en obligation de devoir cumuler les couches de contrôle. Plus l'organisation va grandir, plus les projets sont gros, et plus on a besoin de contrôle pour s'assurer qu'effectivement, chacun répond bien au plan qui a été dessiné à l'avance. Du coup, cette couche de contrôle, elle a deux effets évidemment immédiats. D'une part, elle coûte cher, donc l'argent qui est dépensé en contrôle ne le sera pas en réalisation. C'est une première vérité. Deuxièmement, elle ralentit énormément la décision. C'est-à-dire que pour celui qui se trouve au bout de la chaîne, qui fabrique son petit module et qui doit opérer un changement parce qu'il s'aperçoit que dans le contexte, ça correspond pas, il va devoir remonter toute la chaîne de décision et de contrôle jusqu'à ce que quelqu'un puisse dire oui, ok, ça s'inscrit dans le plan, ou non, ça s'inscrit pas dans le plan, il faut faire différemment. Et donc, chacune de ces décisions va ralentir incroyablement le processus. Quand vous devez aller adresser un client qui, lui, bouge tout le temps et bouge plus vite que vous ne fabriquez, vous commencez à avoir le début d'un problème. Ça veut dire que le plan que vous avez proposé, quand vous allez lui mettre sous les yeux le client, il y a deux possibilités. Soit un compétiteur vous est déjà passé sous le nez et a déjà proposé quelque chose de plus intelligent, soit tout simplement le besoin n'existe plus et puis il fera autre chose. Donc, le temps nécessaire à mettre en place ces organisations cartésiennes est aujourd'hui rédhibitoire pour adresser le monde du digital. Donc, il va falloir changer la façon de manager. Et comment on fait ça? Il faut passer sur un mode de leadership. Le mode de leadership est radicalement différent. L'objectif, quand on passe dans un mode de leadership, c'est d'apporter une vision aux équipes. C'est-à-dire de leur dire, voilà, le business, c'est ça aujourd'hui. Il est dans un contexte changeant. On espère apporter de la valeur sur tel endroit ou sur tel endroit. Et on va apporter cette vision de la façon la plus claire et la plus partagée possible. On va faire en sorte que ça arrive dans les mains de tout le monde. Et une fois qu'on s'est dit que ça arrivait dans les mains de tout le monde, ensuite on va déterminer et on va donner ça en réalisation auprès des équipes. On va leur confier littéralement la réalisation et l'atteinte de cet objectif et l'atteinte de cette vision. Et l'équipe va devoir aller évoluer dans cet espace. Donc, le rôle du leader, ensuite, c'est de lui définir quel est son aire de jeu, quelles sont ses limites, ses contraintes, et puis ensuite lui demander de jouer la partie, c'est-à-dire d'aller proposer de la valeur auprès de ses clients en respectant la vision qu'on lui a donnée, en s'alignant sur cette vision, et de jouer la partie jusqu'au bout, à proposer des choses, tester, apprendre, échouer, et aussi réussir, bien sûr, c'est ça l'objectif, et donc axer tout son focus sur le résultat pour le client lui-même. Donc vraiment, le rôle du leader, il change littéralement. Il n'est plus dans une position de contrôle, mais son boulot, c'est de faire en sorte que l'équipe comprenne exactement ce qui va déterminer la vision du business et l'objectif du business dans sa globalité. Et donc, c'est un rôle radicalement différent. Alors, comment changer la culture? Comment changer cette façon de faire, passer d'une entreprise cartésienne, cycle en V, grand plan à l'avance, vers une entreprise qui va faire du test and learn, accepter l'échec, construire dessus, proposer de la valeur en continu et apprendre en continu. Eh bien, la première chose, qui encore une fois est peut-être
pas nécessairement celle à laquelle on pense tout de suite. Il faut d'abord changer les habitudes et les façons de faire avant d'essayer d'appliquer de nouvelles organisations et de nouvelles cultures. Si on essaye d'appliquer un nouveau modèle par le haut, le risque qui est pris, c'est qu'il ne soit pas compris par les opérationnels et que dans le meilleur des cas, ils puissent vous dire ils l'appliquent sans comprendre, sans réfléchir et qu'ils ne se posent pas jamais la question du pourquoi ils le font différemment. Donc c'est pas vraiment une bonne idée parce que ça veut dire que très rapidement, il va falloir retourner vers eux pour leur redire pourquoi ils le font de cette façon-là. Et puis vous avez le deuxième effet qui va rapidement venir derrière, qui va être de dire oui d'accord, mais moi aujourd'hui tu me demandes un travail qui grosso modo me demande plus d'énergie, me demande plus et vient s'ajouter à ce que je faisais déjà avant, et donc qui au final est trop compliqué à prendre en compte pour moi aujourd'hui dans la façon dont tu me donnes. Donc on va faire un peu différemment et l'objectif de ça, c'est d'abord de faire en sorte que les équipes opérationnelles changent leurs habitudes, changent leur façon de faire, et ce changement sur leurs habitudes et leur façon de faire va leur ouvrir d'autres possibilités, va ouvrir d'autres opportunités, et donc va les ouvrir à d'autres capacités et donc finalement au bout du compte une autre culture. C'est en faisant et en cassant les habitudes, en les changeant, en les améliorant, en les perfectionnant, qu'on change la façon dont l'organisation se travaille et se modèle, et donc dont on change la culture. Donc c'est véritablement l'idée de transformer l'entreprise par le bas d'abord. Et puis une fois qu'on a dit ça, ça va permettre aussi à ces équipes d'expérimenter, d'apprendre, d'étendre le modèle, de se faire confiance, d'accepter les échecs, de recommencer, et puis permettre au management d'accepter de changer sa posture de façon à ce qu'il puisse lui-même participer à cet élan de transformation et à cette amélioration continue qui va démarrer, qui va permettre de distiller le changement de culture dans l'entreprise. J'aimerais aussi insister sur le fait que jusqu'à présent, on a parlé de Lean, de DevOps, et j'ai bien commencé par de l'Agile, et c'est bien pour faire comprendre que dans ce modèle de changement de culture, le DevOps participe, en tout cas, est le chaînon manquant qui manquait à l'agilité pour participer pleinement à la transformation digitale. Hein, quand on parle de DevOps et d'agilité, c'est vraiment la même chose. C'est pas deux choses différentes deux pratiques qui viendraient complètement équilibrées de chaque côté. Ça n'a rien à voir. Ça participe vraiment au même ensemble de pratiques. Et l'objectif, c'est véritablement de se centrer sur le client, de se centrer sur l'innovation, de se centrer sur son feedback et apporter de la valeur le plus en continu possible. Alors voilà pour cette première partie. Et maintenant, effectivement, on est en droit de se poser la question, mais concrètement, aujourd'hui, on a des organisations silotées, c'est notre existant. Comment ça se passe maintenant en termes d'organisation pour switcher d'un modèle vers un autre? Et comment on fait pour quelque part casser ces silos, sachant que forcément, vu qu'ils ont été habitués pendant des années à ancrer de la stabilité, en fait, ils sont parfaitement stables, ils sont très solides, et les gens culturellement sont très imprimés dedans. Et donc, il va falloir trouver un moyen d'outrepasser ces silos qui se sont créés au fil du temps. Le premier élément, on en a déjà un peu parlé, hein, le premier élément qui est indispensable et nécessaire, c'est de privilégier l'autonomie des équipes opérationnelles et leur responsabilisation. Et comment on fait ça? On le fait, comme on s'est dit précédemment, hein, en apportant de la vision à tout le monde, en apportant la même vision, une vision partagée, une vision claire. En apportant une vision claire aux équipes opérationnelles, on leur permet de prendre des décisions à leur niveau qui participent à cette vision. Si vous demandez à des équipes d'être autonomes, d'être responsables, mais que vous faites de la rétention d'informations, vous la mettez dans une incapacité de prendre de la décision parce que tout simplement, elle sera incapable de comprendre où aller, ou de savoir vers où aller. Il faut absolument que pour assumer cette autonomie et cette responsabilité, elle soit complètement claire sur la vision globale de l'entreprise. Hein. Et donc, en fait, il va falloir balancer entre l'alignement nécessaire pour aller dans la même direction et l'autonomie que cela leur confère. Et donc, cet équilibre, il est nécessaire et il se fait en partageant la vision au travers de toutes les équipes. Le deuxième point, c'est que il va falloir créer, même en s'extirpant un peu des silos, hein, il va falloir créer ce qu'on appelle les équipes cross-fonctionnelles. Les équipes cross-fonctionnelles, c'est quoi? Ce qu'on appelle aussi des feature teams, et qu'on trouve à peu près dans tous les modèles d'organisation agile et lean. Ce sont
des équipes dans lesquelles on va trouver toutes les compétences nécessaires pour s'occuper d'un produit de bout en bout. Quand je dis de bout en bout, c'est véritablement de sa conception, de son idéation, jusqu'à son enterrement, la fin, jusqu'à son décommissionnement, voire même à sa commercialisation et au son marketing. Et du coup, vous allez trouver des équipes un peu élargies en termes de compétences, dans lesquelles vous allez trouver des devs, des ops, des testeurs, des gens du métier, et puis aussi du marketing, et pourquoi pas du commercial. L'idée, c'est que véritablement, vous commenciez à articuler votre système d'information comme étant un ensemble de composants, et ces composants construits à partir d'équipes pluridisciplinaires, cross-fonctionnelles, et qui vont porter la responsabilité entière de chacun de ces composants. Ça, c'est un élément indispensable. Et donc, ces équipes cross-fonctionnelles vont vraiment être les rouages indispensables à mettre en œuvre une organisation DevOps et Lean. La place du manager dans une nouvelle organisation, évidemment, elle est essentielle. On l'a dit précédemment. On passe d'un management par le contrôle vers un modèle de leadership. Donc, c'est un changement culturel fort, changement culturel important. Là encore, c'est un changement, mais qui est un peu balisé quand même. Et dans les modèles de leadership, aujourd'hui, on trouve deux grandes écoles qui sont adaptées à des organisations agiles. On trouve une école qui est celle du servant leadership. Servant leadership, c'est l'idée que le leader est vraiment plutôt un aidant, un facilitateur. Il n'est pas franchement acteur, il est plutôt dans la posture de faciliter l'équipe et de lui permettre de faire son travail. C'est intéressant parce que on arrive dans la posture où on permet à l'équipe de se responsabiliser et de s'autonomiser tout en essayant de la guider. Et puis un deuxième modèle qui est un tout petit peu différent, qui est peut-être un peu plus intermédiaire, qui est le modèle de host leadership. Le host leader, c'est quoi? C'est un leader qui va définir les règles du jeu, qui va définir le terrain, qui va définir les règles, qui va se poser en observateur, qui va regarder comment ça fonctionne, qui évidemment va apporter la vision, ça c'est de toute façon le rôle de tout leader, et qui va pouvoir éventuellement même participer à la réalisation, donc c'est pas nécessairement quelqu'un d'externe, et c'est aussi quelqu'un qui va avoir la capacité de définir quels sont les acteurs qui vont participer. Et ça, c'est un modèle intéressant qui est bien documenté, qui est théorisé. Il y a des bouquins là-dessus. Je vous invite à vous y intéresser. C'est un modèle de management qui est assez disruptif, qui est très intéressant. Quand on parle d'organisation aujourd'hui, on parle aussi bien souvent de modèles que l'on imagine pouvoir appliquer sur l'organisation un peu comme un outil magique, bien que ça n'en soit pas. Mais grosso modo, aujourd'hui, on a deux grands modèles qui peuvent servir de source d'inspiration assez profonde dans la façon de réorganiser de se réorganiser de façon plus agile, plus lean. Le premier modèle qui trouve sa place beaucoup dans les directions informatiques et essentiellement dans les grandes structures, c'est SAFe. Alors SAFe, c'est un framework qui a déjà pas mal d'années maintenant, et le gros avantage qui s'est bien diffusé, et le gros avantage de SAFe, c'est qu'il a proposé une réutilisation de toutes les couches managériales dans un modèle à l'échelle des grosses entreprises et où chacun va retrouver peu ou prou un peu sa place. Alors certes avec un changement de paradigme, certes avec un changement de façon de faire, en étant un peu plus leader que manager, mais où chacun ne va pas franchement être complètement perdu. Et grosso modo, ça c'est un gros avantage parce que ça permet d'appliquer un modèle sans avoir à redéfinir toute une expérience sociale dans l'entreprise, toute une culture sociale. Et ça répond à un des objectifs qu'on s'est dit précédemment, qui est de dire je change d'habitude et ensuite je m'étends, sachant que quand même l'unité de base en SAFe c'est quand même 50 à 100 personnes, donc je change sur petit périmètre c'est relatif. Pour autant, SAFe a aussi ses inconvénients. Et le premier inconvénient qu'il a, c'est que on va rapidement demander à ce que toutes les équipes se synchronisent, puisque 50 à 100 personnes, ça représente entre 5 et 10 équipes de Scrum qui travaillent ensemble sur le même espace de temps, et donc on va leur redemander de se synchroniser tout ensemble. À partir du moment où on leur demande de se synchroniser ensemble, elles perdent leur autonomie d'équipe de base. C'est irrémédiable. Et donc, la problématique autour de ça, c'est que on a des chances ou des malchances de refaire en sorte que les anciens managers qui vont être constitués des product managers, des RTE qui sont en place, qui sont en fait les gens qui sont en charge de cette synchronisation, vont rapidement se
peuvent rapidement se retrouver dans une nouvelle situation de contrôle pour s'assurer que chacun est bien synchronisé. Du coup, on a tendance à retrouver un peu l'ancien modèle. Alors, ça veut dire que c'est intéressant, mais le modèle de SAFe doit être un peu surveillé comme le lait sur le feu. En permanence, il faut revenir vers les équipes pour redonner les principes lignes et agiles de façon à ce qu'elles ne retombent pas tout de suite dans un défaut de management par le contrôle. C'est aussi vrai par ailleurs des architectes qui peuvent se retrouver également dans une place un peu en tour d'ivoire, ce qui est leur place assez naturelle, ce qu'ils aiment bien faire, et donc il faut les extirper de ça pour les remettre dans les équipes. Bref, le modèle de SAFe, c'est un modèle vraiment qui s'accompagne dans le temps de façon à reconverger ou de rediriger la barre vers les bons principes à prendre en compte. Donc un modèle sur lequel il faut être très attentif. Et puis le deuxième modèle, c'est le modèle Spotify, qui est un modèle intéressant, qui est plus une expérience, qui est pas vraiment un modèle d'ailleurs. Et l'expérience Spotify, elle est intéressante parce que Spotify est une organisation très à plat. Et quand je dis très à plat, c'est-à-dire qu'en fait, elle est quasiment auto-organisée. Et c'est intéressant dans le sens où ça permet de voir comment ces équipes qui ont grandi sur du digital, qui ont grandi sur une expérience purement en ligne, ont fait pour grossir, agrandir leurs équipes, le faire quasiment sans injonction managériale et le faire en le mettant à l'échelle. Et à l'échelle, ça veut dire quoi? Trouver des espaces de capitalisation, de partage, de faire en sorte que ce qui est appris d'un côté ne soit pas refait de l'autre. Donc, en fait, ils ont trouvé leur propre modèle original et ils continuent de l'améliorer au fil du temps. Donc, c'est vraiment une expérience. Et on comprend bien quand on regarde Spotify que l'agilité, c'est pas du tout quelque chose qui s'applique comme une recette de cuisine. Pas du tout. C'est quelque chose qui se vit, qui se travaille, qui s'expérimente et qui s'améliore en continu. Et quand on regarde le modèle Spotify, là, on en est convaincu. Un peu moins pour SAFe, mais sur Spotify, en tout cas, ça donne vraiment cette vision. Et ce qui est intéressant entre les deux modèles, c'est qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les directions informatiques dans les grands groupes, globalement, vont sur SAFe. Et donc là encore, il faut être attentif à bien le diriger et à bien le surveiller pour s'assurer qu'effectivement, il évolue toujours en respectant les principes du Lean. Et puis, sur les pure players, les éditeurs, les pure players, on va plutôt essayer de se construire sur un modèle proche de Spotify, en tout cas en s'inspirant et en essayant de construire ça dans le temps à leur rythme propre et en fonction de leurs besoins propres. Et aussi un élément l'élément qui est essentiel, quel que soit le modèle que l'on choisisse, quelle que soit la façon dont on choisisse de grandir, une chose est sûre, c'est qu'une fois que le service informatique sort de ses silos, une fois qu'il sort de son espace habituel dans lequel il a tout rationalisé, une fois qu'il accepte de prendre des risques, eh bien, il faut absolument que ça soit dans une trajectoire de transformation d'entreprise. Une fois qu'on introduit le numérique, en tout cas les services informatiques, dans la valeur de l'entreprise, on ne peut plus considérer que la DSI va se transformer seule. Il faut absolument impliquer l'ensemble des services qui sont à côté et évidemment la direction générale. C'est un changement véritablement d'entreprise qui va atteindre tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je parle évidemment, par exemple, des RH et des achats. Il va falloir faire comprendre à ces services ce que c'est que le DevOps, ce que c'est que le Lean, si on veut qu'ils apportent le support qu'on attend d'eux et qu'ils soient alignés et qu'ils soient en lien avec cette transformation. Si vous avez un service RH qui continue à intégrer et à internaliser ou à recruter des profils qui sont des profils qui fonctionnent en cycle en V à l'ancienne, alors que l'entreprise se transforme en DevOps, nous avons un problème. Si l'entreprise continue à recruter des managers qui ont une vision de contrôle, eh bien alors nous avons un problème. En tout cas, nous avons un problème si nous ne les accompagnons pas dans cette transformation. Et nous avons un problème si on recrute ces gens sans leur expliquer qu'ils vont devoir changer de tout au tout la façon dont ils voient leur métier. Donc les RH doivent absolument comprendre ça. Et elles doivent comprendre aussi, évidemment, pour accompagner les ressources en place à ce changement. Une fois que vous avez entrepris de faire ce changement à grande échelle, eh bien, il faut accompagner les personnes, il faut les aider, il faut probablement les former, il faut leur laisser de l'espace, il faut leur faire en sorte que toute cette nouvelle relation sociale de leadership et d'équipe se construise et se construise en bonne et due forme. Tout changement demande effectivement un accompagnement social, humain, important, fort, présent. Et puis, on a pareil pour les achats. On ne peut pas faire du Lean et de l'agile si on a un service achat qui continue à acheter de la prestation au forfait, avec de la prestation avec du cycle en V, des engagements au forfait et autres. Il faut absolument que les achats aient conscience de la nécessité d'adapter leur processus d'achat, leur grille d'achat et leur grille d'évaluation pour se coller
aux besoins opérationnels des équipes qui fabriquent désormais en DevOps et en ligne. Donc c'est véritablement une transformation qui va déborder sur toute l'entreprise, sur tous les services de l'entreprise, et donc il faut impliquer et trouver une coalition avec toutes les directions possibles. Enfin, en termes de transformation, si on doit retenir une chose, c'est que changer vers du Lean, changer vers du DevOps, c'est pas une destination. On ne se dit pas qu'on va passer d'un point A à une situation A à une situation B. Ça n'existe pas. En fait, en réalité, c'est un voyage constant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on se concentre sur nos clients, il faut intégrer que nos clients vont changer de contexte tout le temps. Ils sont versatiles, ils vont changer de fournisseur, la compétition arrive, on a des événements extérieurs qui sont indépendants de nos volontés, parfois des épidémies, parfois des guerres, tout un environnement extérieur qui change constamment. Donc, l'idée de ce changement, c'est pas de se dire j'arrive à une position B à l'instant T. L'idée de ce changement, c'est de faire en sorte que l'organisation soit capable en continu de pouvoir s'améliorer et de pouvoir apprendre de ce qu'elle fabrique et apprendre aussi de ce qu'elle réussit et de ses échecs et apprendre de ce que le client veut. L'idée, c'est de construire une organisation qui soit capable d'évoluer dans le temps et de s'adapter à son contexte. Donc, c'est quelque chose qui dure, à dire éternellement, mais si, en fait, tout le temps de la vie de l'entreprise. C'est ça, en fait, qui est important à prendre en compte. Ce n'est pas une destination. C'est un voyage qui dure tout le temps. Alors, jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé de culture, j'ai beaucoup parlé d'organisation, j'ai beaucoup parlé de mindset, mais j'ai aussi dit qu'effectivement, le changement, ça arrivait par la pratique, et la pratique, elle se trouve, en tout cas pour ce qui concerne le DevOps, et si on arrive de façon assez concrète sur du DevOps, elle se trouve essentiellement par une cible, au travers d'une cible, au travers d'une target, dont tout le monde parle, évidemment, qui est déployée en continu. On va l'avoir déployé en continu, c'est pas un objectif c'est pas une façon de faire qu'on peut acquérir tout de suite sous le coude. C'est quelque chose qui se travaille. Alors, changer les pratiques, pratiquer et faire différemment, ça commence d'abord par bien maîtriser bien maîtriser la base du DevOps, bien maîtriser la base de sa façon de faire. Et d'abord, ça veut dire gérer la configuration. Alors, la configuration, si on veut être un petit peu plus formel, alors on est au niveau des systèmes que l'on produit. La configuration, de façon formelle, c'est la capacité de pouvoir de pouvoir définir toutes les caractéristiques de son produit et d'assurer le contrôle du changement de son produit d'un état A vers un état B, sachant que dans toutes nos vies d'informaticiens, on ne cesse de faire ça. On ne cesse d'introduire du changement dans nos produits et donc de les faire transitionner d'un état vers un autre. Et tout l'objectif de la gestion de configuration, c'est de contrôler la façon dont on assume ces transitions. Contrôler la configuration, là-dedans, on a deux grandes parties. On a contrôlé l'écosystème de l'application, son paramétrage, son environnement d'exécution, etc. Et contrôler les composants de cette application. Et donc, ça veut dire versionner et assumer du versionnage sur la totalité de leurs composants. Et quand on dit la totalité de leurs composants, c'est véritablement tout ce qui constitue ce qu'ils sont, la doc, le code, les scripts, les bases de données. Bref, tous ces composants ont besoin de versionner pour en assumer le contrôle, en assumer la capacité à les passer d'un point vers un autre. Et puis, cette capacité à versionner, que j'imagine vous faites tous, d'une façon ou d'une autre dans vos produits, ça va nous donner d'autres capacités qui est de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir coopérer entre les équipes. Bref, c'est la base de ce qu'on doit faire en tant qu'informaticien, mais c'est essentiel si on veut évoluer vers les pratiques DevOps. Si aujourd'hui ça n'existe pas dans vos structures, eh bien c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place. Pour le mettre en place, aujourd'hui, on a différentes stratégies possibles. Et là, je pense essentiellement à la gestion des versions. La gestion des versions, on peut se contenter de dire je fais une simple gestion de version et je vois comment les équipes se l'approprient. Mais en fait, en réalité, la stratégie que l'on met en œuvre autour de la gestion de version, elle dépend essentiellement du contexte, de l'équipe. Alors, je vous ai parlé de feature team tout à l'heure. Si on est une feature team très soudée, très familiale quelque part, eh bien, on va pas appliquer exactement les mêmes paradigmes de gestion de version que si on est une équipe au contraire très disséminée et très répartie à travers le monde avec des grosses différences de compétences ou d'expérience. Alors, le prérequis à toute gestion de version, quoi qu'il arrive, c'est d'avoir ce qu'on appelle une base de code, une mainline, un historique et puis un dépôt qui soit complètement sain. Qu'est-ce qu'on entend par sain? Ça veut dire que
Probablement aujourd'hui, vous avez des tests automatiques qui permettent de vérifier que votre version ne comporte pas d'erreur. Eh bien, c'est de faire en sorte que ces tests automatiques, quand ils relèvent des erreurs, vous les corrigiez systématiquement et au fil de l'eau. Ça veut ça veut dire aussi que vous ne craignez pas de dette technique, que vous ne craignez pas d'éléments qui vont peser dans le temps et qui vont alourdir le poids de chacune de ces versions dans le temps. Donc je disais qu'effectivement il y avait deux types de stratégies de gestion de version. On va retrouver le feature branching d'un côté et l'intégration continue de l'autre. Alors le feature branching, c'est l'idée de pouvoir tirer une branche à partir de la base de code et le laisser le développeur travailler dessus tout le temps qu'on fait nécessaire à réaliser une nouvelle fonctionnalité ou réaliser une correction d'anomalie. En tirant cette branche, on permet permet à un développeur de travailler en isolation complète du reste de l'équipe. Alors c'est un modèle intéressant, essentiellement si vous êtes une équipe d'une part assez éclatée, si vous avez des disparités de compétences, parce que c'est un modèle qui va permettre de contrôler la façon dont ces développements seront intégrés dans la base de code. À chaque fois qu'un nouveau développeur va arriver, il va faire son travail, il va faire le travail qu'on lui demandait, puis il va déclencher ce qu'on appelle une pull request, c'est-à-dire qu'il va demander à un collègue de venir vérifier son travail, et en déclenchant cette pull request, il va déclencher un audit, on va vérifier ce qu'il a fait, on va vérifier comment il l'a réalisé, et on va, à un moment ou à un autre, lui permettre de mettre son code et de fusionner son code avec la base de code. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et pour autant, cette stratégie, elle a aussi quelques inconvénients, entre autres parce que le fait de créer ces pull requests crée de la friction, crée des temps d'arrêt, crée des temps de rupture, c'est-à-dire qu'il faut demander à un autre développeur de venir vérifier son travail, c'est toujours un temps important. Et puis, l'autre problématique des feature teams, c'est que du feature branching, c'est que plus vous allez attendre, plus le merge avec la base de code va être compliqué, va être difficile. Donc, c'est une stratégie avec laquelle il faut être très attentif et notamment s'assurer qu'on travaille sur des itérations courtes, très courtes, le plus court possible, de façon à faire en sorte que chaque étape de merge et de fusion soit le moins complexe possible et le moins douloureuse possible. Sachant qu'il y a un biais naturel qui est de se dire, si c'est compliqué, si c'est douloureux, je recule l'échéance et je remets ça à plus tard. Et donc, en fait, en reculant l'échéance, ce que l'on fait, c'est que finalement, on alourdit le processus de fusion et donc on crée encore plus de douleur et donc on amplifie le phénomène, on rentre dans un cercle vicieux. Donc le feature branching, c'est une stratégie intéressante dans certains contextes. Là, dans certains contextes où en fait on a des équipes qui sont très disparates, très éclatées, mais c'est quelque chose qu'il faut, qui apporte aussi du frein derrière. Et puis associé au feature branching, en général, on va également associer ce qu'on appelle des release candidates, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va vouloir déployer, on va créer une nouvelle branche qui va représenter une nouvelle version de l'application qui agrège et agglomère plusieurs développements en même temps. Et puis, on va demander à un product owner ou un product manager si la version lui convient et quand est-ce qu'il souhaite le faire et quand est-ce qu'il souhaite déployer. Et ça, c'est ce qu'on appelle du continuous delivery, c'est-à-dire qu'on a une rupture, on livre en continu sur cette branche, sur cette release candidate, mais à un moment, il va falloir demander l'avis à quelqu'un pour dire alors qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on déploie en production, est-ce qu'on ne déploie pas en production, même si on a été automatisé par ailleurs la façon de déployer en production, ce qui est généralement le cas dans ces cas-là. Donc, on peut se retrouver dans une stratégie où, malgré le fait qu'on ait automatisé beaucoup de choses, on a introduit des ruptures à différents endroits. Des ruptures qui sont conscientes, mais des ruptures qui doivent être gérées et assumées. Et puis, on a un deuxième modèle de gestion de version qui est l'intégration continue. Et donc ça, c'est un peu le Graal, c'est dont tout le monde parle, mais ça a des conséquences assez fortes. Intégration continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable en tout cas, je demande à l'équipe d'intégrer son code systématiquement dans la base de code centrale. C'est-à-dire que je n'ai plus de code local, je n'ai plus de branche locale pour chacun des développeurs. J'ai une seule et même branche et chacun vient mettre son travail au fil de l'eau dans cette branche. Alors,
Si on fait ça très très régulièrement, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on n'a plus de merge à faire, on n'a plus de fusion à faire. Et donc tout le monde vient fusionner son travail le plus souvent possible. Et donc on est sûr que ce que l'on met sur la base de code est complètement compatible avec les autres, puisque derrière on fait tourner des phases de test fonctionnelles, unitaires, intégration, tout ce qui va permettre de s'assurer qu'effectivement chaque intégration se passe bien. Et donc on est sûr que tout le monde, que le travail de chacun est compatible avec les autres. Donc ça permet d'avoir un flux beaucoup plus fluide et sans rupture. Et puis du coup, forcément au niveau du déploiement, ça va privilégier le fait qu'on va déployer en continu. Ça va privilégier le fait qu'à chaque fois que j'intègre, et je demande votre attention là, à chaque fois que j'intègre quelque chose dans la base de code et que j'intègre à ce moment-là, il va partir automatiquement sur un environnement de production. Je dis bien automatiquement. Donc, en intégration continue, je mets dans la base de code, je fais tourner mes tests et j'ai une chaîne qui m'envoie ça en production dans la foulée. J'ai aucune rupture entre l'événement d'intégration et l'événement de déploiement. Ça, c'est un élément important parce que on comprend bien que quand on dit ça, et j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, on commence à se dire, mais comment je vais bien pouvoir faire un truc pareil? Comment je fais pour gérer le risque qu'il y a à déployer en production quelque chose qui vient juste d'être tout frais développé? Et comment ça va se passer pour l'utilisateur? Est-ce que l'utilisateur va devoir se confronter à, par exemple, un écran dans lequel derrière lequel il n'y a rien, où il y a très peu de choses? Comment ça se passe? Alors, est-ce que j'ai toujours là? Oui. Eh bien, on adopte également sur la partie déploiement des stratégies différentes. D'abord, on va essayer de répondre à des principes de base pour faire du déploiement continu. Le principe de base qui est de ne pas s'arrêter pour déployer. Parce que si vous vous arrêtez pour déployer, eh bien, tout simplement, l'utilisateur n'utilisera jamais l'application. Si vous déployez en continu et qu'à chaque fois ça nécessite d'arrêter le service pour déployer, ça ne sert à rien. L'utilisateur n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit sur son site. Donc, en fait, c'est parfaitement inutile. Et de la même façon, on va devoir pouvoir revenir en barrière à tout moment sans arrêter le système. Encore une fois, le principe, ne pas arrêter le service pour déployer. Ça, c'est un principe structurant. Une fois qu'on a défini ce principe structurant-là, on peut réfléchir aux différentes stratégies possibles. Alors, il y a une stratégie qui est assez commune pour déployer en continu qui s'appelle la création de feature toggle. Quand on crée des feature toggle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on permet en fait de déployer en production en continu, mais le travail que l'on déploie ne sera jamais visible de l'utilisateur parce que pour qu'il soit visible, il faudrait que je puisse appuyer sur un bouton qui va ouvrir cette fonctionnalité aux utilisateurs. C'est-à-dire ce que je déploie est complètement transparent pour l'utilisateur, il n'y a jamais accès, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a appuyé sur le bouton pour dire c'est disponible auprès des utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant et d'important parce que c'est vraiment une première étape structurante quand on fait du déploiement en continu. Je déploie en permanence et quand ma fonctionnalité est complètement livrée en production, et là vous avez bien compris que c'est un flux, à ce moment-là, il y a un product owner, un product manager qui peut décider si son client est prêt, s'il pense que l'environnement est prêt et qui décide à son rythme, quand il le veut, d'appuyer sur le bouton. Et en appuyant sur le bouton, eh bien tout simplement, c'est ouvert et sans production. En étant clair, il n'y a plus de mise en production réelle. La mise en production n'est plus un événement. Le seul événement, c'est le product owner qui appuiera sur le bouton, ça y est, c'est ouvert. C'est tout. Il n'y aura plus aucune conséquence technique à cet événement. Du coup, ça change radicalement le paradigme parce que vous vous rappelez nos grands plans construits à l'avance, notre fabrication, notre déploiement qui va durer un certain temps, parfois dans la douleur, et un héros à la fin qui réussit à finalement déployer dans des conditions parfois dantesques, bien là, on s'est épargné tout ça. Ça n'existe plus. En fait, en réalité, c'est juste quelqu'un qui à un moment dit « Ok, ça, on ouvre à l'utilisateur » et c'est tout. Donc, c'est un changement radical des façons de faire. Et puis, c'est un changement radical et qui est complètement aligné par rapport à l'objectif qu'on a mis en première partie, à savoir s'adapter au client, se digitaliser, recueillir son feedback en permanence. Là, on voit bien qu'effectivement, quand on permet ça, quand on permet de déployer en continu, quand on permet de pouvoir donner à la main du product owner le choix d'ouvrir à son client, d'un seul coup, en fait, il peut le questionner au moment où il le souhaite, au moment où il pense que c'est possible. S'il a une proximité importante avec son client, il n'a pas besoin de lui dire le prochain déploiement c'est dans un an, il faudra attendre l'année prochaine pour tester cette fonctionnalité. Ça n'existe plus dans le déploiement continu.
Il y a d'autres stratégies qui sont possibles. Il y a une stratégie qu'on appelle la stratégie bleu-vert. Alors l'objectif de la stratégie bleu-vert, c'est à la fois simple et un peu plus complexe quand on rentre dans le détail, mais pour ce qui nous concerne, on va rester dans la simplicité. On a deux environnements en production, un qu'on nommera bleu, l'autre qu'on nommera vert. On va par exemple considérer que nos utilisateurs en production pointent sur l'environnement bleu pour travailler et que nos développeurs et notre équipe envoient son code en production sur l'environnement vert qui lui n'est pas connecté. Et quand de la même façon un product owner l'exigera intéressant, eh bien il fera switcher l'environnement, c'est-à-dire qu'on reroutera l'environnement de bleu vers vert. Vert deviendra l'environnement utilisateur utilisé et bleu accueillera de nouveau les déploiements continus qui seront réalisés. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant également, d'autant plus que quand on veut revenir en arrière, il suffit simplement de switcher d'environnement et de rebasculer sur l'ancien environnement. C'est simplement une bascule d'environnement de l'un à l'autre. Donc c'est intéressant dans la mise en œuvre. De cette stratégie en découle une autre qui est dont on parle beaucoup, qui est connue et qui est très intéressante également, qui est la stratégie de déploiement Canary. La stratégie de déploiement Canary, ça consiste à dire je déploie sur un environnement de production. Sauf que cet environnement de production, je vais pas l'ouvrir en un seul coup à tout le monde, je vais l'ouvrir qu'à une petite partie de mes clients. Et là, il y a un gros avantage, parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire tester mes clients si cela convient bien, recueillir leur feedback, recueillir leur assentiment ou leur sentiment, et en même temps, m'assurer que même dedans, techniquement, je vais observer, regarder qu'effectivement ça se passe correctement avant de déployer à la totalité de l'entreprise. Quand on est sur des gros acteurs digitaux, ça dérisque complètement l'ouverture aux utilisateurs et ça évite nombre de discussions amont de cette décision autour du risque pris à ouvrir à l'utilisateur quelque chose qui vient juste d'être mis en production. Donc, en déployant un petit nombre de personnes, on dérisque complètement ce périmètre-là, en tout cas cette mise en production, et on apprend de ce qui se passe, on apprend de l'application, de son comportement, de la façon dont elle est reçue, et donc ça en fait quelque chose de très intéressant. Alors, au-delà, on comprend bien qu'avec le déploiement continu, tel qu'on vient de le voir, on est vraiment dans l'idée de faire en sorte qu'on bénéficie à plein de l'avantage de l'agilité. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans je construis de façon itérative incrémentale, et ce que je construis, je le mets en production tout de suite pour aller recueillir le feedback du client. C'est véritablement ça qu'apporte le déploiement continu. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? On a demandé aux équipes de fabriquer un peu différemment, de fabriquer en intégrant en continu leur travail, ce qui peut-être culturellement est un petit changement, mais qui d'un seul coup ouvre la porte à de beaucoup plus grandes possibilités et une nouvelle capacité pour l'entreprise, la capacité qui est d'aller récupérer le feedback du client dans un temps extrêmement court et donc de se repositionner en continu sur ce qu'elle produit en termes de valeur. Alors, dans les autres pratiques que l'on va demander à l'équipe d'intégrer, évidemment, il y a l'automatisation. Ça, probablement, c'est d'ailleurs fait dans bon nombre de structures. Là encore, il y a deux grands modèles à proposer. Un premier modèle d'automatisation qu'on appelle le frying. Le frying, c'est c'est la capacité, pour l'expliquer, on essaie d'expliquer simplement, c'est vous déployer sur un serveur ou une VM et à chaque changement, vous déployez sur le serveur en lui-même. Vous remontez pas de machine à chaque fois que vous avez un changement. Ce que vous faites, c'est que vous codez votre changement dans un gestionnaire de configuration de type Ansible ou Puppet. Et ce code, au travers d'un agent, vient s'appliquer sur la VM qui sert à héberger l'application. Et donc, en fait, la VM vit sur un temps long. C'est-à-dire qu'en fait, tout au long de la vie de l'application, au travers de cet Ansible, au travers de ce Puppet, je vais coder mes changements qui vont venir s'appliquer dans la VM. C'est pour ça qu'on appelle ça un changement du frying, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je rajoute des ingrédients et je fais frire ma tambouille, je fais frire mon repas. C'est d'où l'image. Et donc on est sur un temps relativement long. La seule contrainte, alors c'est très adapté pour les monolithes typiquement, parce que sur les monolithes, en fait, il est rare que je puisse faire autrement que de réappliquer les changements au fil de l'eau.
sur un serveur, sur une machine. Pour autant, la règle d'or dans ce cas de configuration, c'est ne jamais modifier le serveur lui-même, ne jamais rien faire sur la machine, qu'elle soit virtuelle ou pas, elle-même. Tout doit se passer dans le gestionnaire de configuration, absolument tout. Et c'est ce qui va permettre de garantir son idempotence. Ça, c'est extrêmement essentiel. Le deuxième modèle d'automatisation, c'est ce qu'on appelle le baking. Le baking, c'est quoi? C'est l'idée, au moment du déploiement, je crée une fonctionnalité, je commit, j'intègre, je fais passer tout ça dans les moulinettes de test, j'arrive à la fin, je crée un package et je mets tout ça dans une image, dans un conteneur et dans une image. Conteneur ou par ailleurs une VM, mais une image. Je fabrique l'image en bout de chaîne de déploiement. Et c'est cette image que je vais aller déployer en production. Et quand je fais ça, eh bien, en fait, je réécrase l'image précédente. C'est-à-dire qu'en fait, je ne cherche pas à appliquer le changement sur la VM en cours, je la réécrase directement par une VM qui va venir, par une image, pardon, qui va venir la remplacer. Et donc là, on parle d'un cycle court. Et donc, l'image du baking, pour aller dans la métaphore qui est utilisée, c'est l'idée de préparer son gâteau, de mettre tous les ingrédients, de préparer son appareil, et puis à la fin, je mets ça dans le four, ça me fait un gâteau. Quand je ressors le gâteau du four, imaginez que c'est votre image, je change plus rien parce que ça y est, c'est fait, c'est cuit. Et donc, je l'applique en production et je fais le service. Donc, c'est ça l'image en question. Donc voilà, ça donne deux grandes idées, deux grandes directions pour appliquer de l'automatisation dans l'entreprise et dans l'organisation. Sachant que, évidemment, le modèle de backing, il est très intéressant, il est très adapté à du cloud native. Dans des architectures où je construis en microservices, je publie du conteneur et ça m'assure de façon complètement native la scalabilité de l'application. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça sur ce modèle-là, eh bien, vous n'avez plus trop à vous occuper de la façon dont vous allez assurer les pics et les montées en charge. En réalité, dans le cloud, c'est natif, d'autant plus natif que vous êtes sur un conteneur qui, lui, probablement est sur du Kubernetes, qui assure la scalabilité, qui assure la création à la volée de différents conteneurs. Donc, c'est un modèle très intéressant dans cette optique-là. Enfin, je voudrais appuyer sur ce dernier slide, sur ce dernier élément. Quoi qu'il arrive, il faut mesurer en permanence si on veut s'améliorer. Et la mesure, elle s'introduit à deux niveaux. On a une mesure technique pour le système, à savoir que je vais introduire ce qu'on appelle des outils d'observabilité. Et ces outils d'observabilité, ils vont me permettre d'avoir une vision du comportement de mon produit, de mon système à 360. Et ça, quand on fait du déploiement en continu, c'est précieux, notamment quand on fait par exemple du canary. Et ce que l'on souhaite, c'est observer l'application, son comportement et avoir des informations qui permettent de comprendre son fonctionnement et éventuellement d'intervenir si à tout problème décelé. La grosse différence avec un système qui, par exemple, fait du monitoring sur des sondes, c'est que les sondes, vous les déployez sur des endroits où vous pensez qu'il pourrait y avoir un problème. En clair, vous avez déjà prévu qu'à certains endroits, il y a de la fragilité dans l'application, ou en tout cas des choses qui sont intéressantes à monitorer. C'est bien, mais de toute façon, si on sait qu'un problème risque de se produire à tel endroit, on le traite et puis la question est réglée, c'est plus facile. L'observabilité, le paradigme est un peu différent. L'observabilité, l'idée, c'est de gérer ce qui n'est pas prévisible. C'est-à-dire que d'essayer de comprendre comment va réagir le système sans que l'on puisse avoir prévu à l'avance ce qui va se passer. Et ça, c'est intéressant parce que quand on déploie en continu, eh bien tout simplement, on s'accorde un filet énorme techniquement pour comprendre quel est le comportement et gérer les allers-retours, éventuellement de revenir en arrière ou de gérer les changements ou d'appliquer des modifications ou améliorer le système en continu. L'observabilité, elle est vraiment clé dans ce dispositif-là. Et puis le deuxième élément de mesure, en fait, qui concerne tout ce qu'on s'est dit en première partie, à savoir l'équipe en elle-même. L'équipe, on s'est dit, il faut qu'elle s'améliore en continu, il faut qu'elle améliore ses process, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle apprenne. Donc, pour qu'elle puisse faire tout ça, il faut qu'on lui donne des indicateurs sur sa progression. Et ça, c'est extrêmement important. Et parmi ces indicateurs qui sont essentiels, on va retrouver entre autres ce qu'on appelle le lead time, et il y en a d'autres, qui est la capacité, par exemple, de mesurer le temps que prend une équipe pour aller de l'idéation, de la création de l'idée, de la conception, jusqu'à son déploiement. Et cet indicateur-là, par exemple, il est très global. Parce que de l'idéation jusqu'au déploiement,
on trouve du marketing, du commerce, on trouve du support, on trouve de l'exploitation, on trouve tout un tas de choses. Et donc, on n'est plus intéressé simplement par des indicateurs locaux, par exemple, propres à un silo, mais on est vraiment intéressé à un indicateur qui donne une information sur la façon dont l'entreprise, dans sa globalité, arrive à proposer de la valeur en continu à ses clients. Donc, on rejoint bien ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, tout ce qu'on a mis en œuvre, les pratiques qu'on a mis en œuvre, rejoint bien cet objectif qui est de permettre à l'organisation de proposer en permanence de la valeur et de s'adapter en permanence aux besoins de son client. C'est ça ce qu'on essaye d'atteindre au travers du Lean et du DevOps. Et c'est ça l'objectif et c'est ça qu'on va mesurer pour permettre tout simplement à l'organisation de s'améliorer au fil de l'eau et de grandir en continu tout au long de sa vie, tout simplement. Voilà, ça fait beaucoup d'informations. Si je dois, on a un slide, essayer de résumer ce que là-dedans, j'essaie de véhiculer, j'essaie de transmettre en termes d'expérience. Ce sont ces éléments-là, l'importance de changer de comportement, de changer ses habitudes, et ensuite la culture vient alimenter ces changements, faire en sorte de penser à l'objectif global de l'entreprise et se tourner vers le résultat pour le client plutôt que de se tourner vers ses optimisations internes. Et puis, bien sûr, dans la façon de faire, commencer petit, comme toujours en agile, et étendre en gardant en tête les principes du Lean qu'on a commencé à évoquer dans cette présentation et qui sont bien plus nombreux que ça, mais il faut les acquérir, les garder en tête, commencer petit et apprendre et progresser. Et ensuite, garder évidemment un œil sur le leadership, sur le management. Le management a un rôle important s'il passe au leadership, parce que c'est lui qui va être le garde-fou, qui va être qui va donner la capacité à ses équipes d'agir, de s'autonomiser, de se responsabiliser, et qui vont vraiment aider à cette transformation. Une transformation évidemment qui implique toute l'entreprise dans son ensemble. J'en ai parlé. Il faut vraiment créer une coalition le plus large possible. Et puis là-dessus, quand on repose sur les sujets plus techniques, penser culturellement à tout automatiser. Ça ne sert à rien de garder des tâches manuelles. Les tâches manuelles ne font que produire de possibles erreurs, donc ça ne sert absolument à rien de les conserver. Automatiser le plus de choses possible, tendre vers du déploiement continu et surtout mesurer pour apprendre en continu et pour apprendre comment s'améliorer sur tout ce que l'on vient de se dire jusqu'à présent. Voilà, j'en ai fini pour de mon côté la présentation. Je pense qu'il faut que je redonne la main. Oui, je suis de retour. Merci beaucoup. C'était très riche. Je pense que tout le monde a beaucoup appris de votre présentation. On vous remet là sur le webinaire toutes les infos sur le livre, sur le sujet si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir. Et on va prendre une petite dizaine de minutes pour répondre aux questions. Sébastien, je vous en lis quelques-unes et après, je sais que Denis a déjà répondu à des questions dans le chat. Je vous lis une première question d'Asia qui dit « Beaucoup d'entreprises ont fusionné les équipes MOA et MOE. Est-ce bien un premier pas vers cette gestion en agile ?» Alors, oui, c'est un premier pas. Alors, si je comprends bien la question, l'idée c'est de se dire, est-ce que fusionner les équipes ensemble MOE et MOA, traditionnelles, comme avant, est-ce que c'est bien en soi une étape dans la constitution d'une organisation plus agile? Oui, évidemment, fusionner les équipes, créer des équipes qui sont pluridisciplinaires, c'est évidemment un pas intéressant. Mais c'est pas un pas suffisant, c'est juste un premier pas qui va permettre aux équipes de travailler ensemble et de casser un peu les silos. Mais comme je l'ai expliqué, ce qui est intéressant, c'est d'autonomiser les équipes, c'est-à-dire de faire en sorte que ces équipes que vous avez constituées, elles puissent être responsables et autonomes sur l'aire de jeu qu'on va leur donner. Et c'est ça qui est important pour aller plus loin, parce que si ces équipes restent sous un contrôle managérial fort et ne s'autonomisent pas, elles vont certes mieux communiquer, mais elles vont pas bénéficier à plein de ce qu'apporte l'agilité en termes en termes de digitalisation et en termes de changement culturel. Ok, merci beaucoup. J'ai une autre question de Michael qui nous dit « Le DevOps est toujours plus adapté aux grandes entreprises, organisations, grandes équipes qu'aux petites structures. Est-ce qu'on peut aussi adapter les idées DevOps, automatisation, etc. à ces structures plus petites ?» Alors, ça c'est une question qui est c'est une question aussi super intéressante et sur laquelle j'ai envie de répondre. Alors, c'est étrange parce que moi je l'aurais fait à l'inverse. En fait, de façon naturelle, dans les petites structures, vous avez probablement des équipes qui sont plus intégrées. Enfin,
en général. C'est-à-dire que vous avez des équipes un peu familiales. Si vous êtes jusqu'à une DSI informatique, par exemple, un petit éditeur, jusqu'à 5 à 10 personnes, chacun se connaît, chacun évalue à peu près les compétences de l'autre. Et à ce moment-là, créer une grande feature team qui traite ensemble du sujet et qui s'autonomise et qui grandit ensemble sur ces sujets, ça me semble quelque chose d'assez évident. Et en fait, pour beaucoup de petites entreprises, je pense que passer au DevOps, en fait, en soi, c'est presque un peu bizarre parce que je pense que pour beaucoup, c'est ce qu'ils font déjà, en fait. Mmh. Sans s'en apercevoir vraiment. Et donc, quand on leur dit il faut faire ça, ils se disent ouais bon bah alors là-dedans, je fais déjà pas mal de choses que je fais. En fait, en réalité, si on rajoute la couche d'automatisation, la couche de déploiement continu, il y a des choses que voilà on traite déjà en équipe de façon très régulière. En revanche, à l'inverse, dans les grandes entreprises, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que dans les grandes entreprises, on a ces silos qui sont et qui constituent en soi presque des chasses gardées, des territoires qui sont extrêmement compliqués à bouger. Et donc, il y a plusieurs expériences qui sont liées à ça, des expériences dans lesquelles on essaye de créer des labs, c'est-à-dire qu'on recrée un autre silo à côté, mais cette fois-ci avec des équipes pluridisciplinaires. On essaye de créer des équipes transverses, c'est-à-dire qu'on garde les silos, mais en même temps, on a d'autres équipes un peu, on va dire, en mode commando qui essayent de faire avancer les choses. Le voyage dans le voyage vers le DevOps dans les grandes entreprises est quelque chose de plus complexe en termes d'organisation et qui prendra probablement un petit peu plus de temps, mais qui en même temps apportera une valeur gigantesque à ces grands tenants de leur marché qui ont besoin de s'adapter à la digitalisation et qui ont besoin d'évoluer de toute façon. Ok, merci pour votre réponse. J'ai une question de Gaëlle aussi qui demande où se situe la phase de recette dans cette chaîne de déploiement continu. Elle se situe en continu. D'accord. Elle se situe sur chaque chose que l'on fait, il faut faire tourner des tests. C'est tout le temps. C'est-à-dire que, et pour répondre presque, parce que je pense déceler effectivement la question sous-jacente, il n'y a pas de test end-to-end en déploiement continu, dit d'ailleurs en itératif incrémental. On n'attend pas d'avoir déployé une application complète pour refaire des tests. On peut le faire si on a du temps à passer autour de la fiabilisation de l'application, mais précisément dans le processus de production, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut faire, c'est systématiquement sur chaque développement faire tourner des tests automatiques et faire du test à ce moment-là. On le fait tout le temps en continu. Ok, alors, et on va se dire une petite dernière question, qui est une question de Nadia, qui demande si dans votre livre, vous mettez à disposition des exemples et des ressources pour aider à mettre en place et en œuvre le management DevOps. Alors, ce que je fais dans le livre, effectivement, je parle, alors ce sont des aventures, je les ai, ce sont des aventures fictives, mais qui sont issues de mes expériences, et je parle effectivement de la vie dans ces structures, comment on vit le silotage, par exemple, et comment on vit, bien sûr, les difficultés qui sont attentes à ça. Comment on fait pour se transformer. Bien sûr, je mets tout ça en perspective d'expériences sur lesquelles j'ai vécu dans ma vie d'informaticien. Et j'espère, et je pense, vous rappelleront probablement à beaucoup d'entre vous des choses que vous vivez au quotidien. Et j'essaie de donner des moyens pratiques de pouvoir évoluer, de pouvoir changer la culture, de pouvoir tendre vers cet apprentissage continu et vers cette amélioration continue au travers du DevOps.